La France n'a pas seulement changé de gouvernement. Elle a souvent changé le jeu lui-même. Quand le pays se crispe, quand tout semble bloqué, la solution française n'est pas toujours de remplacer les joueurs. C'est parfois de réécrire les règles. Et là, une question dérangeante apparaît. Pourquoi la France traite-t-elle la Constitution comme un bouton reset? Pourquoi ce réflexe revient-il, génération après génération, presque comme une tradition nationale? Parce qu'en France, le pire scénario n'est pas un mauvais gouvernement. Le pire scénario, c'est le désordre. Le pays a une peur ancienne, profonde, presque physique, de l'effondrement de l'ordre public et de l'État. Et dès que cette peur remonte, la Constitution cesse d'être un texte sacré. Elle devient un outil de survie. Une charpente qu'on démonte et qu'on remonte en urgence pour éviter que la maison ne s'écroule. Mais à force de reset, une autre question devient impossible à éviter. Est-ce que ce remède stabilise vraiment la France, ou est-ce qu'il l'entraîne dans un cycle où chaque crise appelle une refonte encore plus radicale? Aujourd'hui, on va décoder ce mécanisme. Pas comme une liste de dates, mais comme une logique. Une logique de peur, de contrôle, et d'obsession pour l'ordre. Pour comprendre pourquoi la France change si souvent de constitution, il faut d'abord oublier une idée simple. Une constitution n'est pas seulement un livre de loi. C'est une promesse collective sur la manière d'éviter le chaos. Dans certains pays, on s'habitue à régler les crises sans toucher au cadre. On change une majorité. On renverse un cabinet. On négocie, on temporise, on répare. En France, l'histoire a installé un autre réflexe. Quand la crise devient existentielle, on soupçonne que le problème vient du système. Pas seulement des hommes. Pas seulement des partis. Du mécanisme lui-même. Alors, on ne parle plus seulement de politique quotidienne. On parle d'architecture. De charpente. De fondation. Et c'est là que la Constitution entre dans la pièce. Parce que la France n'a pas une relation neutre avec l'idée de désordre. Le désordre, en France, n'est pas perçu comme une turbulence passagère. C'est une menace de rupture. Une menace de division. Une menace d'humiliation nationale. Et surtout, une menace d'impuissance de l'État. Or, l'État, en France, n'est pas un acteur parmi d'autres. Il est le centre de gravité. Le garant de l'unité. Le symbole de la continuité. Quand l'État paraît faible, c'est la France qui paraît fragile. Voilà le nœud psychologique du sujet. La Constitution devient, dans l'imaginaire français, la machine qui doit empêcher la chute. Mais cette machine a un défaut. Elle a été réinventée plusieurs fois, parce que les crises françaises ne se ressemblent pas seulement. Elles se répondent. Révolution, guerre, défaite, insurrection, blocage parlementaire, crise coloniale, crise sociale. À chaque fois, la même angoisse réapparaît sous un autre visage. Et à chaque fois, une question revient, presque brutale. Qui décide, quand tout vacille? Qui tranche, quand tout se bloque? Qui incarne l'unité, quand le pays se déchire? Quand ces questions n'ont plus de réponse crédible, la Constitution devient la cible. Parce qu'on pense que si l'on change le cadre, on changera le destin. C'est ce qui explique une particularité française. Les constitutions ne tombent pas seulement parce qu'elles sont mal écrites. Elles tombent parce qu'elles ne contiennent plus la peur. Elles ne retiennent plus le désordre. Et quand la peur déborde, la France appuie sur reset. Derrière les changements constitutionnels français, il y a une mécanique profonde. Elle ne commence pas dans les articles de loi. Elle commence dans les nerfs d'un pays. Premier moteur, le plus puissant, c'est la peur du désordre. Pas une peur abstraite. Une peur héritée, transmise, réactivée dès que le paysage politique ressemble à une impasse. En France, le désordre n'est pas seulement le bruit dans la rue. C'est la sensation que l'État ne tient plus le volant. Et quand l'État ne tient plus le volant, tout le monde imagine l'accident. C'est là que naît l'idée du reset. On ne change pas pour moderniser. On change pour survivre. Deuxième moteur, l'obsession de la légitimité. La France accepte difficilement un pouvoir qui fonctionne mais qui ne paraît pas juste. Dès que la légitimité se fissure, la défiance devient morale. Ce n'est plus une critique de gestion. C'est une accusation d'illégitimité. Et quand la crise devient morale, la solution devient radicale.
On ne répare pas un compromis. On proclame un nouveau départ. Troisième moteur, la fatigue du parlementarisme quand il se transforme en blocage. La France a connu des périodes où le jeu parlementaire donnait l'impression d'un pays gouverné par l'instabilité. Des gouvernements qui tombent, des coalitions fragiles, des crises qui s'accumulent. À ce moment-là, l'opinion ne voit plus la délibération comme une vertu. Elle la voit comme une impuissance. Et l'impuissance, dans un pays qui attend beaucoup de l'État, devient insupportable. Alors, on cherche un système qui tient. Un système qui décide. Un système qui dure. Quatrième moteur, le désir d'un pivot exécutif. Dans les moments de tension, la France aime l'idée d'un centre clair. Une autorité visible, identifiable, capable de trancher. Pas forcément par amour de l'autoritarisme. Par besoin de stabilité. Par besoin de continuité. Par besoin d'un visage qui dise l'État existe encore. C'est pour ça que, dans la mémoire politique française, la figure du chef revient sans cesse. Le chef qui incarne la nation. Le chef qui protège l'unité. Le chef qui promet l'ordre. Mais ce pivot a un prix. Plus le système se construit pour éviter le désordre, plus il risque de concentrer le pouvoir. Et plus il concentre le pouvoir, plus il peut provoquer une autre peur. La peur d'un État trop fort. C'est le paradoxe français. On change la Constitution pour empêcher l'effondrement. Puis on se méfie de ce qu'on a construit pour se sauver. Et un jour, une nouvelle crise arrive. Le désordre revient, sous une autre forme. Et la tentation du reset revient avec lui. Maintenant, on va regarder la France comme une salle de contrôle. Et à chaque grande secousse, la main revient vers le même bouton. Reset. La Révolution ouvre la séquence. Parce qu'en 1789, ce qui s'effondre n'est pas seulement un roi. C'est une idée de l'ordre. 1791 tente une solution qui rassure. Un cadre constitutionnel, une monarchie limitée, une promesse de stabilité. Mais la peur ne retombe pas. Elle change de visage. La guerre, la radicalisation, la méfiance, la rue, la suspicion de trahison. Et quand l'angoisse monte, on ne corrige pas à la marge. On recommence. 1793 marque un reset plus brutal. Parce que la priorité devient la survie du régime révolutionnaire. Puis 1795, nouveau reset. Parce que l'excès de tension appelle un mécanisme de refroidissement. Mais ce cadre lui-même se bloque. Et quand le blocage revient, le pays cherche une sortie par le haut. 1799, c'est un reset d'efficacité. On n'argumente plus seulement sur la vertu. On veut que l'État tienne. On veut que l'État décide. Ensuite, l'Empire et la chute impériale rappellent une règle dure. La défaite et l'épuisement ouvrent souvent la porte à un changement de cadre. 1814 et 1815 installent une autre tentative de continuité. Une manière de recoller la France sans relancer immédiatement la guerre civile politique. Mais le siècle avance, et le même problème revient. Quand la légitimité se fracture, la rue devient un tribunal. 1830, c'est un reset de rupture. Un changement de pacte, au nom d'un pays qui refuse de se sentir confisqué. 1848, c'est un reset encore plus symbolique. Parce qu'on veut refonder au nom du peuple, directement. Et très vite, une autre peur surgit. La peur d'un pays ingouvernable. La peur de l'instabilité chronique. 1852, c'est un reset d'autorité. On échange une partie du pluralisme contre une promesse d'ordre et de direction. Puis la défaite de 1870 revient comme une gifle historique. La France se demande de nouveau qui commande, et pourquoi elle a perdu. La solution ne passe pas seulement par des hommes. Elle passe par une nouvelle architecture. Les lois constitutionnelles de 1875 installent un cadre qui cherche l'équilibre. Mais l'équilibre a une fragilité. Quand la crise est totale, l'équilibre devient lenteur. Et la lenteur devient impuissance. 1940 fait exploser l'idée que le cadre suffit à protéger la nation. Après la guerre, 1946 est un reset de reconstruction. On veut la démocratie, la représentation, le retour à la normalité. Mais la normalité se heurte à une réalité dure. Les gouvernements tombent, les crises s'empilent, et la question coloniale devient une plaie ouverte.
La 4e République finit par donner l'image d'un État qui parle beaucoup et décide peu. Et quand arrive 1958, le déclencheur est clair. Ce n'est pas seulement un débat institutionnel. C'est la peur d'un effondrement politique au milieu d'une crise majeure. Alors le reset de 1958 n'est pas vendu comme une utopie. Il est vendu comme un frein d'urgence. Un moyen d'éviter que le pays se disloque. C'est là que la logique se révèle. En France, une constitution tombe rarement dans le silence. Elle tombe quand une crise prouve, aux yeux de la nation, qu'elle ne tient plus le désordre en respect. Et c'est précisément ce qui rend le sujet actuel. Parce que la question n'est pas seulement historique. La question est psychologique. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, ferait encore appuyer la France sur Reset? Pour ne pas se perdre dans 20 dates, on va zoomer sur 4 resets qui montrent le mécanisme à nu. 4 moments où la France ne change pas seulement de texte. Elle change de réflexe. Elle change de respiration. Elle change de centre de gravité. Premier zoom, 1793. Ici, le reset n'est pas une réforme. C'est une réponse à la panique politique. La révolution se sent encerclée. La guerre extérieure se mélange aux fractures intérieures. La suspicion devient une méthode de gouvernement. Et quand la survie est le mot d'ordre, la priorité n'est plus l'équilibre. La priorité, c'est la capacité d'agir, vite, sans être bloqué. Dans ce climat, la Constitution sert surtout à dire une chose. L'État révolutionnaire ne se laissera pas paralyser. Ce reset a une logique émotionnelle. Il promet de reprendre le contrôle du chaos. Mais il installe aussi une autre tension. Quand on construit pour survivre, on peut construire trop dur. Et quand on construit trop dur, la peur change de camp. Le désordre recule, mais la crainte de l'arbitraire avance. Deuxième zoom, 1799. Là, le reset se fait au nom de l'efficacité. Après les tempêtes, le pays est fatigué. Fatigué des retournements. Fatigué des assemblées qui se neutralisent. Fatigué des conflits permanents entre principes et réalité. Le blocage devient une maladie. Et le remède recherché est simple, presque mécanique. Un centre. Une direction. Une continuité. Ce reset raconte une promesse très française. Si le système décide, la France respirera. On voit ici la logique du bouton reset dans sa forme la plus claire. Quand la machine politique s'enraie, on ne change pas seulement les pièces. On change le moteur. Troisième zoom, 1875. Ce reset est différent, parce qu'il n'a pas la même couleur dramatique au premier regard. Mais il arrive après une humiliation majeure. Après une défaite. Après une fracture nationale. Et surtout, après la peur que la France ne se décompose. Ce cadre cherche à stabiliser sans revenir à une figure unique. Il cherche un équilibre entre représentation et gouvernabilité. Le pays veut la République, mais il veut aussi éviter la paralysie. C'est un reset d'apprentissage. On ne rêve plus d'une pureté absolue. On veut un système qui tienne dans la durée. Sauf qu'ici, le paradoxe se prépare en silence. Quand une architecture est conçue pour équilibrer, elle peut devenir lente. Et quand elle devient lente, elle nourrit la même angoisse qu'elle voulait calmer. L'angoisse d'un État qui n'agit pas. Quatrième zoom, 1958. Là, on retrouve le reset comme frein d'urgence. Le pays ne discute plus seulement d'institutions. Il se demande s'il peut encore être gouverné sans se briser. La crise n'est pas seulement parlementaire. Elle touche au territoire, à l'autorité, à la continuité nationale. Et dans ce contexte, le récit devient limpide. Il faut un exécutif qui tienne. Il faut une colonne vertébrale. Il faut un pouvoir qui empêche le blocage de se transformer en effondrement. Ce reset ne se présente pas comme un caprice. Il se présente comme une nécessité. Et c'est pour ça qu'il marque autant. Parce qu'il répond exactement à la peur française la plus ancienne. La peur que le désordre devienne irréversible. À ce stade, le mécanisme apparaît comme une boucle. Crise. Sensation de blocage. Montée de la peur du désordre. Perte de confiance dans la capacité du cadre à tenir. Puis reset, avec une promesse centrale. Redonner au pays une direction et une stabilité. Mais la promesse a toujours une contrepartie.
plus on construit pour empêcher le désordre, plus on risque de rigidifier la vie politique. Et plus on rigidifie, plus on prépare la prochaine crise de légitimité. C'est exactement pour ça que la France change souvent de constitution. Pas parce qu'elle aime l'instabilité. Parce qu'elle cherche une stabilité totale dans un monde qui refuse de rester stable. Et maintenant, on arrive à la question qui fait mal. Est-ce que ces recets ont vraiment éliminé la peur du désordre? Ou est-ce qu'ils l'ont seulement déplacée, transformée, remise à plus tard? Quand un pays appuie souvent sur Reset, il obtient quelque chose de précieux. Il regagne du contrôle. Il retrouve une direction. Il rassure l'opinion, au moins pour un temps. Mais ce réflexe produit aussi des effets secondaires. Et ce sont précisément ces effets secondaires qui expliquent pourquoi la question revient. Première conséquence, la centralisation comme réflexe de sécurité. Quand la peur du désordre domine, on n'aime pas les pouvoirs dispersés. On aime les chaînes de commandement courtes. On aime les décisions lisibles. On aime savoir qui est responsable. Résultat, la France tend à concentrer. Concentrer l'autorité. Concentrer l'arbitrage. Concentrer la légitimité. Cette centralisation peut stabiliser en période de tempête. Mais elle crée aussi un pays plus dépendant de son centre. Et quand le centre vacille, tout le pays tremble. Deuxième conséquence, une culture de l'urgence. Un reset se fait rarement dans le calme. Il se fait sous pression. Il se fait sous menace. Il se fait avec la sensation qu'il n'y a plus de temps. Alors la décision rapide devient une vertu. Et la lenteur devient un soupçon. Le débat devient parfois un luxe. La nuance devient parfois une faiblesse. Cette culture de l'urgence peut rendre l'État réactif. Mais elle peut aussi rendre la démocratie nerveuse. Parce qu'une démocratie qui vit en urgence finit par respirer mal. Troisième conséquence, l'exécutif fort comme tranquillisant politique. À chaque reset contre le désordre, l'idée d'un pivot revient. Un pouvoir qui tranche. Un pouvoir qui incarne. Un pouvoir qui tient. Cela peut éviter la paralysie. Mais cela nourrit une tension durable. Car plus l'exécutif est fort, plus une partie du pays craint la confiscation. Et quand la crainte de confiscation monte, elle alimente une autre forme de désordre. Un désordre de défiance. Un désordre de colère. Un désordre de rejet. Quatrième conséquence, la frustration démocratique. Quand on modifie le cadre pour sauver l'État, on peut donner l'impression qu'on sauve l'État contre la politique. On sauve la stabilité contre le conflit. On sauve l'efficacité contre la délibération. Or, une société ne cesse jamais d'avoir des conflits. Elle cesse seulement de les traiter au bon endroit. Et quand le système ne traite plus les conflits de manière crédible, ils se déplacent. Ils vont dans la rue. Ils vont dans la radicalisation. Ils vont dans l'abstention. Ils vont dans la rage froide. Cinquième conséquence, le paradoxe du reset. Le reset est censé fermer la crise. Mais il peut laisser une trace. Une trace psychologique. La conviction qu'en cas de blocage, on peut toujours changer le cadre. Donc, au lieu d'apprendre la patience institutionnelle, on entretient l'idée d'une sortie radicale. Et cette idée devient un horizon mental. Un horizon qui réapparaît dès que la peur revient. Voilà la limite la plus profonde. La France cherche une stabilité totale. Mais une stabilité totale est introuvable. Alors, à chaque crise, le pays se retrouve face à un choix. Accepter l'imperfection et la lenteur de la démocratie. Ou chercher un reset qui rassure vite. Et c'est ici que la question devient contemporaine. Parce que le danger n'est pas seulement de changer trop souvent. Le danger, c'est de croire qu'un texte peut, à lui seul, faire disparaître la peur. À ce stade, on peut dire une chose avec clarté. Les constitutions françaises changent souvent parce que la France ne veut pas seulement un régime. Elle veut une garantie. Une garantie contre le désordre. Et quand cette garantie paraît fragile, la tentation du reset devient presque automatique. Alors, pourquoi les constitutions françaises changent si souvent? Parce que, dans l'histoire politique française, une constitution n'est pas seulement un cadre. C'est un bouclier. Et quand le bouclier paraît fissuré, la France n'essaie pas toujours de le réparer. Elle en forge un nouveau. C'est le réflexe du reset.
Un réflexe né d'une peur ancienne. La peur que le désordre ne soit pas un accident, mais une chute. Une chute de l'État. Une chute de l'unité. Une chute de la continuité nationale. On a vu la logique. Crise. Blocage. Montée de l'angoisse. Perte de confiance dans le cadre. Puis refonte, avec la promesse de stabiliser. Et on a vu le prix. Centralisation. Exécutif renforcé. Culture de l'urgence. Frustration démocratique. Parce qu'on ne peut pas éliminer la conflictualité d'une société. On peut seulement choisir où elle s'exprime. Au fond, la question n'est pas pourquoi la France aime changer. La question, c'est qu'est-ce que la France ne veut pas revivre. Et la réponse tient en un mot. Le désordre. C'est lui, le moteur caché. C'est lui, le fantôme derrière les textes. Et maintenant, le vrai test est devant nous. Est-ce que la France peut apprendre à traverser les crises sans appuyer sur Reset? Sans rêver d'un nouveau texte comme d'un remède miracle? Ou est-ce que, dès que la peur remontera, le pays reviendra à son geste le plus familier? Réécrire les règles pour retrouver l'impression de contrôle. Si vous voulez, dans un prochain épisode, on peut faire deux choses. On peut décortiquer le Reset de 1958 en détail. Ou on peut comparer ce réflexe français avec un pays qui fait l'inverse, comme le Royaume-Uni, où l'on change le pouvoir sans toucher au cadre. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Le bouton Reset de 1958. Ou la comparaison France contre d'autres modèles.